Source 2 est en tendance en ce moment. En tout cas, bien plus que d'habitude avec le passage de CSGO sur celui-ci. C'est attendu pour beaucoup comme la vérité vraie ou le sens de la vie, mais je suis pas bien sûr que beaucoup comprennent de quoi il s'agit et ce que ça va vraiment changer pour eux. Si vous êtes curieux, vous voulez savoir ce que ça va apporter au content créateur et changer pour les joueurs, vous risquez d'être surpris. Et ce n'est pas parce que le jeu va s'appeler Counter-Strike 2 que ça va être un nouveau jeu. Que l'on va abandonner le CSGO de maintenant et que vous allez perdre tous vos skins. Mais ne bougez pas, on va en parler. Un render engine, qu'est-ce que c'est? Il en existe plein depuis des décennies, et afficher de la 3D en temps réel, c'est arrivé que très tard. Mais à partir du moment où il a fallu rendre de la géométrie 3D, il a bien fallu qu'on crée un moteur pour l'afficher sur nos écrans. Les premières images 3D complètement générées par ordinateur ont été créées en 1960. C'était des formes simples, cubes, sphères et j'en passe, qui prenaient plusieurs heures voire jours à rendre sur les machines de l'époque. 10 ans plus tard, on a enfin réussi à rendre quelque chose d'un peu plus compliqué comme l'Utah Teapot. À l'époque, c'était un grand pas en avant pour plein de raisons techniques que je vais vous épargner car ce n'est pas le but de la vidéo. Mais pour l'anecdote, elle deviendra la mascotte de RenderMan, le moteur de rendu qu'utilise encore aujourd'hui Pixar et plein d'autres studios de VFX. Tout ça c'est bien beau, mais nous on a besoin d'un moteur temps réel, pas d'attente des heures pour rendre une image. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Source 2. Et avec un nom pareil, vous vous doutez bien qu'il y a eu un 1 avant lui. Eh bien vous n'auriez pas complètement tort, en réalité c'est la descendance de plein d'autres moteurs. Un des fondateurs d'ID Software, John Carmack, va créer un moteur de jeu vidéo pour faire Wolfenstein 3D, puis Doom. C'est aussi pour ça que l'on va appeler les FPS des Doom-like pendant longtemps. J'imagine que dire Wolfenstein 3D-like c'était pas aussi sexy. Après le Doom Engine, John va faire le Quake Engine, aussi appelé l'ID-Tech, puis le Quake 2 Engine de son petit nom l'ID-Tech 2. Fini les sprites 2D en guise de monstres et objets, fini l'éclairage très approximatif et dites bonjour à la full 3D et éclairage avancé. C'est à partir de ce moteur où tout va vraiment changer pour le monde du FPS. Il va y avoir tellement de jeux qui vont l'utiliser comme base, et ça même encore aujourd'hui, que si vous regardez les family trees sur internet, vous allez tomber sur quelque chose d'assez indigeste avec des branches dans tous les sens. Vous l'aurez compris, la source du Source Engine vient de Quake. Et au-delà d'avoir plein de variantes pour tous les jeux qui l'utilisent, parce que oui, les autres studios de jeux vidéo ne vont en général pas l'utiliser tel quel et développer leur propre tech par-dessus, Valve ne va pas faire exception à la règle, et en plus de créer pas mal de variations de leur propre moteur, que ce soit Gold Source, Source ou Source 2, tous vont avoir chacun leur variante suivant le projet sur lequel Valve va travailler, en plus d'avoir pas mal de patchs au fil des années. Il y a quelque chose de fondamental à comprendre quand vous faites un modèle 3D, une texture, une animation et j'en passe. Pour rendre une image, peu importe le logiciel que vous allez utiliser, il va toujours passer par une étape de conversion pour qu'il arrive à interpréter correctement ce que vous lui donnez. Un exemple très simple est le JPEG. Vous pouvez utiliser l'éditeur d'image que vous voulez à partir du moment où vous sauvegardez votre image en JPEG. Windows, Mac, Linux et n'importe quel autre logiciel pas trop débile va comprendre ce que c'est et va vous l'afficher parce que c'est un format universel. Et il est universel parce que tout le monde a appris ce que c'était. Par contre, si vous utilisez GIMP et sauvegardez en XCF, qui est son fichier natif, seul GIMP va le comprendre. Et il va être le seul à le connaître sauf si d'autres logiciels apprennent à l'interpréter. Et si assez d'applications se disent que ce format est trop cool et l'apprennent, ça deviendra sans doute un format universel. C'est la même chose avec les formats vidéo avec un layer de complexité un peu plus élevé. Votre OS ne va pas forcément lire le format nativement et encore moins le codec à l'intérieur. C'est pour ça que bien souvent votre premier réflexe va être d'installer VLC. Un moteur ou logiciel 3D va marcher de la même façon. Il va prendre n'importe quel format universel et le convertir dans son format natif pour travailler avec, qui est souvent transparent pour l'utilisateur. Sauf pour Source ou autre vieux moteur qui va comprendre que ce qu'il connaît. L'étape de conversion de votre fichier ne va pas se faire dans le logiciel, mais ça va être à vous de l'exporter dans le bon format avant de l'ouvrir. Commençons votre aventure. Un vieil homme dans une taverne un peu bourré est à la recherche d'un architecte pour faire une map sur votre jeu favori CSGO. Vous acceptez et commencez le projet au plus vite après la promesse d'être payé en visibilité sur son compte TikTok. Après avoir fini votre première salle, vous avez besoin d'un modèle de table particulier pour venir la décorer. Vous avez de la chance, vous regardez la fiche de votre personnage et vous avez plus 6 en compétences artistes diverses et variées, plus 4 en ténacité et plus 15 d'intelligence. Après des heures de recherche et persévérance à l'académie du village, vous faites votre liste de babioles à acheter qui suit. Un logiciel de 3D, un logiciel de retouche photo 2D, un bon copain, et pour finir un bloc-notes. Il sera votre meilleur compagnon. Respectez-le et rangez votre dyslexie parce que vous allez roter du sang. En partant du principe que vous êtes un artiste accompli et que vous savez ce que vous faites, vous devriez normalement avoir fait un modèle 3D et des textures. C'est là que ça va commencer à se gâter. Vous allez devoir exporter votre modèle 3D en un format que Source va comprendre.
Vous aurez besoin soit d'un plugin pour votre logiciel qui l'exporte directement dans ce format-là, ou alors d'un logiciel standalone complètement à part qui va faire que ça. Dans le cas de source, ça va être des fichiers SMD. Il va y en avoir 3 une fois que vous aurez sauvegardé, le modèle, l'animation et la collision. Même si votre modèle n'a pas d'animation, vous serez obligé de le générer. Sinon, vous allez vous taper un message d'erreur. Ensuite, il va falloir faire un fichier texte que vous allez devoir renommer en .qc. C'est dans ce fichier-là que vous allez devoir définir la destination de fichiers que vous venez de générer et d'autres propriétés, comme par exemple si c'est un objet dynamique ou un objet statique, ou si c'est de la pierre, du bois, du verre ou une autre matière. Une fois que vous avez fini de tout remplir correctement, en théorie, il vous reste plus qu'à compiler le modèle. Ça va vous créer un .mdl et d'autres fichiers à côté, qui vont être les fichiers que Source va enfin pouvoir lire nativement. Et ça, c'est que pour le modèle 3D. Maintenant, il va falloir faire la même chose pour les textures. Rebelote, il va falloir trouver un plugin pour les convertir en VTF ou alors un standalone qui fait que ça. Ça va être un peu plus rapide dans le sens où on va devoir convertir le fichier qu'une seule fois et pas deux comme le modèle. Par contre, il va falloir savoir le type de compression que vous allez devoir appliquer pour le type de texture que vous allez sauvegarder. Par exemple, une normal map ne va pas avoir la même compression qu'une diffuse color. Et si vous avez besoin d'utiliser l'alpha channel, ce sera encore une compression différente. La moindre erreur peut faire en sorte que la texture ne s'affiche pas. Ok, maintenant qu'on a notre modèle et nos textures qui sont correctement converties, il va falloir créer un autre fichier texte qui nous permet de linker les textures à notre modèle. On ne peut pas appliquer la texture directement sur le modèle, il nous faut un intermédiaire. Après avoir essayé de suivre la documentation à la lettre, va falloir vérifier votre modèle dans le jeu. Deux solutions. Soit vous utilisez le modèle viewer, qui est une application qui se lance à l'extérieur du jeu. C'est ce qu'il y a de plus facile et plus rapide, mais c'est aussi ce qu'il y a de moins fiable. Ça peut vous afficher quelque chose qui est complètement différent de ce que vous allez avoir in-game. Et l'autre méthode, qui est finalement la seule vraie solution, est de faire une map, mettre votre modèle dedans, compiler et regarder ce que ça donne in-game. En général, c'est un miracle si votre modèle s'affiche correctement du premier coup, parce que dans la plupart des cas, ce que vous risquez de voir arriver, c'est un damier rose et noir en guise de texture, des modèles sous forme de erreurs rouges qui clignotent, ou des collisions dans le mauvais sens pour ne citer que les plus connus. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est qu'une table qui bouge pas. Quand vous allez vouloir faire quelque chose de plus compliqué, vous allez vous rajouter encore plus de contraintes et l'erreur humaine dans vos fichiers texte va augmenter. Vous allez me dire qu'en programmation c'est la même chose, faut pas taper n'importe quoi. Alors oui, mais on n'avait pas forcément Visual Studio ou un autre éditeur de code avec de l'autocomplétion. Et puis bon, je sais pas vous, mais à 14 ans j'étais pas une lumière. En plus d'avoir un workflow de Mongolo que peu de choses aient de sens, vous allez vraiment jouer à une partie de D&D quand il s'agit d'utiliser une feature qui en bug probablement 10 autres. On est presque en 2023 et... Alors oui, je sais, ça fait déjà depuis un moment qu'on est en 2023, mais ça fait longtemps que j'écris la vidéo. Il y a même l'annonce officielle de Counter-Strike 2 qui est sortie il y a peu. Je pourrais vous raconter comme excuse que j'avais du boulot et que garder le chien d'un pote ça m'a fait prendre pas mal de retard, ce qui n'est pas complètement faux, mais je suis surtout un gros flemmard qui a la motivation d'un panda. Donc désolé, abonnez-vous. Quand on regarde la documentation officielle, il y a toujours des lignes avec marqué bug devant. C'est pas une contrainte, c'est pas voulu que ça marche pas, et c'est toujours comme ça aujourd'hui. Ils redirigent même les 3/4 du temps sur des logiciels communautaires parce que les leurs fonctionnent pas. En contraste avec l'Unreal Engine par exemple, la seule chose que vous avez à faire est un simple drag and drop dans votre content folder et c'est tout. Tout va se faire dans l'éditeur. Vous pouvez presque tout fixer dedans à partir du moment où vous savez ce que vous faites, et n'aurez plus besoin de stacker 50 logiciels différents pour arriver à vos fins. On sait déjà ce que va nous apporter Source 2. Il est là depuis un moment avec Dota 2 et plus récemment avec Half-Life Alyx. Je ne vais pas comparer tous les moteurs temps réel récents, tout marche plus ou moins de la même façon, il y a toujours des outils et features meilleurs chez les autres, aucun moteur n'est parfait et ils ont tous leurs forces et faiblesses. Mais Source 2 va s'aligner un peu avec ce que fait les autres, vous serez ravis d'apprendre que vous allez pouvoir importer facilement des formats universels pour vos modèles et textures, directement éditer vos matériaux dans l'éditeur. Vous aurez enfin du PBR et un rendu cohérent. Le BSP aka Brushwork était déjà génial et même encore aujourd'hui, il est encore mieux et vous permettra d'éditer des modèles avec leurs UV directement. Un super outil d'UV de surface pour itérer quelque chose de visuellement agréable en quelques clics. Simulation physique dans l'éditeur pour placer des objets ou ragdoll. Ça fait déjà pas mal et c'est qu'une infime partie de tout ce que vous proposera Source 2. Je sais pas vous, mais moi j'avais complètement abandonné Source. J'étais arrivé au point où le struggle était tellement fort que ça m'avait complètement dégoûté de faire quoi que ce soit dessus. Et je suis à peu près sûr que la majorité des personnes qui sont restées dessus sont des personnes qui ne connaissent probablement pas mieux. Ma curiosité pour ce qui se fait ailleurs m'a complètement empêché de revenir en arrière sur quelque chose d'aussi primitif. Et je suis super content de voir tout ça enfin arriver.
Il est fort probable que ça ramène des nouveaux talents et que ça ramène ceux comme moi qui ne voulaient plus entendre parler d'un outil en phase terminale, ce qui va faire tourner l'économie du jeu encore plus que maintenant. Et en parlant d'économie, il est là le vrai challenge. Réussir à porter le CSGO d'aujourd'hui sur le CSGO de demain comme Dota 2 l'a fait avant lui. GameFollowers s'est amusé à refaire CSGO sur Sandbox lui aussi sur Source 2 et ça leur a pris seulement 6 mois pour avoir une ébauche de ce à quoi pourrait ressembler CSGO dessus. CSGO n'est pas vraiment compliqué à refaire, mais faire en sorte que tout soit rétrocompatible, c'est pas la chose la plus simple. Pour vous donner quelques stats du contenu créé par la communauté depuis le début, CSGO à lui seul accumule plus de 130 000 maps et 240 000 skins. Tout son système économique est basé sur les créations de la communauté. Des outils encore meilleurs vont simplement booster ce qui faisait déjà sa force. Mais alors qu'est-ce que ça va changer pour les joueurs? Bah en fait pas grand chose. Oui, graphiquement ça va changer un peu avec le temps, mais je suis même pas sûr que le jour de sa sortie soit vraiment flagrant. La version Source 2 va être pour Valve et les content creators qui profiteront de sa flexibilité de créer ou mettre à jour le jeu. Les joueurs en profiteront indirectement. Le changement de moteur ne va pas éradiquer votre toxicité ou les cheaters. Mais sur le long terme, vous verrez sans doute plein de choses super cool arriver. Et qui sait, peut-être que l'on aura une section arcade comme dans Dota 2, et on verra peut-être le prochain mode auquel tout le monde jouera et sera racheté ou pire copié par les grosses compagnies avides d'argent. Pour conclure, même si Volvo est le précurseur des Battle Pass et des NFT auxquels on peut trouver bien des défauts, que c'est aujourd'hui compliqué de dire que c'est une compagnie qui fait des jeux vidéo, il reste la source, sans mauvais jeu de mots, de titres qui ont marqué des décennies dans le milieu. Et sans eux, je serais probablement pas là où j'en suis aujourd'hui. Je n'aurais jamais rencontré les gens formidables avec qui je suis proche, avec qui je parle tous les jours et passer des journées entières à jouer et partager mes créations aussi débiles soient-elles. Ça a permis à mon moins échec scolaire de s'exprimer et d'être curieux quand je pensais être un gros raté. Et je ne ferais certainement pas le métier que je fais aujourd'hui sans tout ça. Même faire des vidéos sur internet, Source en est la cause, et j'espère du fond du cœur que ça vous sera autant bénéfique que moi. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez rencontré des gens fabuleux sur internet grâce à un jeu vidéo. Abonnez-vous et prenez soin de vous. Des bisous.